Voilà, retour en direct sur l'antenne de Public Sénat. Les questions d'actualité au gouvernement vont démarrer d'ici quelques secondes, cette fois, puisque le Tour de France, ça y est passé de France 3 à France 2. Donc France 3 comme Public Sénat vont pouvoir vous diffuser ces questions en direct avec, je vous le rappelle, pour commencer, une question du sénateur socialiste Jean-Pierre Cafet sur le livret A, alors que le gouvernement a annoncé aujourd'hui que le taux était ramené à 1,25%. C'est Jean-Marc Ayrault qui va répondre à cette question qu'on écoute tout de suite. 2 minutes 30 pour la question, mais également pour la réponse pour les ministres. Pour la première question, la parole est à monsieur Jean-Pierre Cafet pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous avons appris ce matin que le taux du livret A passerait au 1er août de 1,75 à 1,25%. Avant de vous faire part des précisions que je souhaiterais à ce sujet, il me semble bon de rappeler quelques éléments sur cette question à laquelle nos concitoyens sont très attentifs. La baisse du taux du livret A ne doit pas être analysée en effet de manière isolée, mais replacée dans la stratégie financière et fiscale que le gouvernement mène depuis un an. Ce taux de 1,25%, c'est la rémunération qui était celle du livret A en 2009. La baisse annoncée aujourd'hui paraissait aux yeux des experts comme indispensable, notamment du fait du faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire et de la baisse de l'inflation, qui sont d'ailleurs de bonnes nouvelles. Toutefois, là où certains auraient souhaité une baisse plus importante du taux du livret A, le niveau de 1,25% semble constituer un bon compromis entre deux impératifs. Le premier impératif est de protéger les petits épargnants, qui sont des millions à choisir dans le livret A un moyen de sécuriser leur épargne. Ce livret, comme le LDD, ont d'ailleurs connu une seconde jeunesse grâce au relèvement de leur plafond, puisque pour la seule année 2012, ce sont environ 50 milliards d'euros qui ont été collectés, chiffre à comparer aux 18 milliards de 2011. Le second impératif, c'est d'utiliser le livret A comme force de frappe pour relancer notre économie. C'est vrai pour le choc d'offres en matière de logement. Les objectifs ambitieux mais nécessaires de 150 000 logements sociaux nouveaux par an nécessitent une politique financière de soutien dynamique, et la baisse du taux du livret A permettra d'alimenter les besoins à la matière. C'est également vrai pour la bataille pour la croissance que nous menons. Les fonds du livret A, en partie réinjectés par la Caisse des dépôts dans le financement des territoires et des collectivités locales, sont une nécessité absolue à l'heure où l'accès au crédit bancaire se tend pour celle-ci. Car soutenir l'investissement public local, c'est soutenir les carnets de commandes de milliers d'entreprises dans le bâtiment, les réseaux haut débit, les infrastructures en général. Nous soutenons donc cette politique cohérente et, Monsieur le Premier ministre, je souhaiterais que vous puissiez, d'une part, nous indiquer les conséquences que pourra avoir cette baisse du taux du livret A, tant pour le financement de notre économie que plus largement pour la vie de nos concitoyens, et d'autre part, comment s'inscrit cette mesure dans la politique économique que vous conduisez. Merci. La parole est à monsieur Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Monsieur le Président du Sénat, je voudrais d'abord, Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous remercier, Monsieur le Président, ainsi que Mesdames et Messieurs les sénateurs, puisque nous arrivons bientôt à la fin de cette session extraordinaire. J'ai conscience que le gouvernement vous a demandé beaucoup de travail et vous avez répondu avec votre disponibilité habituelle et enrichi par vos contributions le travail des projets de loi du gouvernement. Donc je voulais tout simplement vous en remercier. Et puis, Monsieur Cafet, vous avez posé une question qui est très judicieuse, parce qu'effectivement, ce matin, Pierre Moscovici et Cécile Duflot, dans une conférence de presse, ont annoncé la décision du gouvernement concernant le taux du livret A. L'épargne populaire, c'est essentiel, et le livret A, comme le livret développement durable, sont particulièrement appréciés par les Françaises et les Français. Et c'est vrai parce que c'est une épargne garantie par l'État, et ce n'est pas rien dans ces périodes parfois d'incertitude. Et puis, je crois qu'il ne faut pas oublier que le livret A, comme le livret développement durable, contribue fortement à l'investissement dans le logement, dans la rénovation urbaine, mais aussi en faveur des collectivités locales. Donc, comme vous le savez aussi, le taux du livret A est calculé en fonction de l'inflation. Il y a des règles,
le gouverneur de la Banque de France, donne son avis tous les 6 mois pour tenir compte justement d'évolution de l'inflation. Et par ailleurs, le gouvernement, à la suite des engagements qu'avait pris le président de la République, a augmenté substantiellement le plafond du livret A et doublé le plafond du livret développement durable. Donc il y a maintenant aujourd'hui des disponibilités financières, on va dire des liquidités qui sont nécessaires au financement de notre économie, au financement de nos investissements dans le logement et dans les infrastructures et dans les investissements publics. Donc c'est cette situation qui a conduit le gouvernement à prendre ses responsabilités. Garantir le pouvoir d'achat des épargnants, telle était notre préoccupation. Si nous avions appliqué mécaniquement, comme c'est la règle, l'augmentation et l'actualisation du taux du livret A, c'est 1% qu'il aurait fallu adopter, 1%, qui aurait fait une rémunération, comme c'est la règle, environ de 0,25% supplémentaire au taux de l'inflation, qui est de 0,8, constaté. Eh bien, le gouvernement a souhaité maintenir un niveau supérieur de pouvoir d'achat du livret A. C'est pourquoi le taux de 1,25% a été décidé. Mais en même temps, comme l'inflation est faible, et M. Jean-Pierre Café l'a rappelé, c'est une bonne chose, d'un côté, maintien et même amélioration du pouvoir d'achat de rémunération du livret A et du livret de développement durable, mais de l'autre côté, et c'est ce que la Caisse des dépôts a décidé, puisque cette conférence de presse a eu lieu en présence du directeur général de la Caisse, Jean-Pierre Jouyet, c'est comment provoquer un choc supplémentaire en faveur de l'investissement, et en particulier dans le logement, où nous avons des besoins très importants. Donc, la bouffée d'oxygène que cela représente pour le logement social, c'est 600 millions. 600 millions et qui va se traduire pour les prêts de la Caisse des dépôts dans les 6 prochains mois pour le logement social par une baisse du coût de financement supplémentaire de 0,25%, ce qui fera un effort global en faveur du logement social par une sorte de prime pour ceux qui lanceront de nouveaux projets de 120 millions d'euros, qui concernera également la rénovation thermique. Actuellement, il existe des prêts à 1% pour la rénovation thermique. Il a été décidé de porter ces prêts à 0,5%. Donc on ne peut pas faire plus bas si on ne veut pas, je dirais, payer des frais excessifs pour la Caisse des dépôts. Donc c'est un geste politique extrêmement important. Et concernant les collectivités territoriales, cette semaine, j'ai rencontré toutes les associations d'élus, des communes, de toutes les tailles, des départements et des régions. Et nous avons adopté les conclusions de ce qu'on appelle le pacte de confiance et de responsabilité. Le gouvernement a demandé à chacun de contribuer à l'effort d'amélioration des comptes publics. Les collectivités locales ont été sollicitées. Et en même temps, il faut stabiliser leurs recettes, sécuriser les départements par rapport à la dépense sociale, et l'accord qui a été passé va dans le bon sens, et je remercie tous ceux qui y ont contribué, de même que pour les régions, même s'il reste encore un certain nombre de points de détail à définir, et ce que nous sommes en train de terminer. Et en même temps, les collectivités locales m'ont parlé de leur attente pour poursuivre leur politique d'investissement dans les infrastructures de transport, leurs investissements dans les réseaux d'eau et d'assainissement et dans d'autres investissements comme le numérique, et ont plaidé depuis des mois pour à la fois des emprunts longs et des taux les plus bas possibles. Le gouvernement s'était déjà engagé à le faire, et l'évolution du taux du livret A va permettre d'améliorer encore la proposition, puisque actuellement les taux qui sont proposés sont de 3,05%. Ils vont être portés à compter du 1er août à 2,25%. Je crois que c'est une information extrêmement importante pour nos territoires. J'ai annoncé le 9 juillet dernier un grand plan d'investissement dans beaucoup de secteurs, dont les secteurs des transports, et en particulier les transports ferroviaires. Ça concerne tous les territoires. J'ai annoncé également qu'à la rentrée, le gouvernement va engager la négociation pour les contrats de plan avec les régions, l'ensemble des collectivités, justement pour mettre en œuvre ces investissements. Il est bien évident que si les emprunts sont plus longs, les prêts sont plus longs et que les taux d'intérêt sont plus bas, alors les collectivités locales retrouveront des marges de manœuvre dont elles ont besoin pour leurs investissements, et des investissements utiles à nos territoires pour la cohésion sociale et territoriale et pour le développement du pays.
Merci. La parole est à Madame Mireille Schurch pour le groupe communiste républicain et citoyen. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Monsieur le ministre, vendredi dernier, nous avons tous été saisis par l'émotion face à l'accident sur la ligne Paris-Limoges, que je connais bien d'ailleurs, en gare de Brétigny-sur-Orge. Ce mardi, c'est un wagon d'un train de fret transportant du gravier qui a déraillé à la suite d'une rupture d'essieu à Saintes. Les enquêtes sont en cours et il ne faut pas ici anticiper les conclusions qui seront remises. Pour autant, la question de l'état de l'infrastructure ferroviaire dans notre pays, support matériel de l'exécution du service public ferroviaire, est posée avec acuité. Le constat du sous-investissement chronique dans les infrastructures de transport ferroviaire est unanime. Depuis 20 ans, les budgets de maintenance n'ont cessé de baisser, tout comme la contribution aux infrastructures de l'État. RFF et la SNCF, sous les injonctions de l'État actionnaire, ont été appelés à des économies drastiques, contraints de diminuer le nombre de cheminots et de rogner sur certaines dépenses courantes essentielles. L'objectif du précédent gouvernement résidait exclusivement dans l'ouverture du rail à la concurrence et au vu du 4e paquet ferroviaire, ce mouvement s'accélère. Comment l'accepter au regard de l'expérience, notamment en termes de sécurité, que nous avons en ce domaine? À l'inverse, et alors que la réforme ferroviaire se dessine, nous estimons que si celle-ci doit prioritairement réunir la famille ferroviaire dans le cadre d'un groupe public intégré, elle doit, dans le même mouvement, s'adosser à des engagements financiers forts, concrets et tangibles. Alors que le budget de l'État est en baisse constante, des annonces intéressantes ont été faites le 9 juillet dernier pour le financement du système ferroviaire. Malheureusement, elles sont peu précises, notamment en ce qui concerne les ressources nouvelles de l'AFIFT et la répartition de l'effort entre privés, publics et collectivités. Pire, ces financements reposent aussi pour partie sur la vente des actifs de l'État. Monsieur le ministre, quand l'État s'engagera-t-il concrètement pour la reprise de la dette de RFF? Par quel financement concret alimentez-vous l'AFIFT? Pourquoi ne pas remettre en cause la privatisation des concessions d'autoroutes qui la privent à l'échelle des 10 années à venir de plus de 12 milliards, soit le montant des investissements d'avenir? Je vous remercie. Merci. Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Mireille Schurch, merci pour votre question qui me permet ici, dans cet hémicycle, de renouveler toute l'émotion et l'accompagnement à l'adresse des familles, des victimes. J'ai nommé Monsieur Seb hier comme coordonnateur. C'est un haut fonctionnaire d'État permettant d'être dans l'accompagnement des familles. C'est important de ne pas perdre cet accompagnement nécessaire face à pareille situation. Et par ailleurs, je tiens à saluer la mobilisation, comme l'a fait Monsieur le Premier ministre et Monsieur le Président de la République sur place, de toute la famille cheminote, bénévole ou volontaire qui s'est mobilisé, l'ensemble des services de sécurité, de secours. Cela a été un geste de solidarité énorme. Vous avez raison de souligner que l'on ne peut faire le rapprochement entre ce qui est accidentel. Il y a 3 enquêtes qui sont engagées, notamment celle du bureau enquête accident et la situation du réseau ferroviaire que vous qualifiez de vétuste. Et très précisément, en effet, le constat qui en a été fait dès notre prise de responsabilité a été la réactualisation de l'étude de l'École polytechnique de Lausanne qui fait référence en la matière et qui a confirmé la dégradation continue depuis des dizaines d'années, faute d'investissements suffisants des infrastructures de transport. Pourquoi? Tout simplement parce que des mobilisations financières, et souvent à crédit, ont été mobilisées sur des projets de prestige, au détriment de ce qui fait la réalité du quotidien, le transport du quotidien. Et de ce point de vue, Monsieur le Premier ministre, le 9 juillet, a annoncé une mobilisation forte, à la fois des financements de l'État, mais également des moyens qui seront dégagés par RFF. À côté des 2,5 milliards supplémentaires seront ajoutés pour à la fois la modernisation et l'entretien
du réseau ferroviaire. Dans le contrat de plan État-région, ce sont 500 millions supplémentaires sur le volet ferroviaire, c'est-à-dire une hausse de 40% nécessaire à la sécurité, à la modernisation. Vous parlez d'une politique qui a été menée jusqu'à présent, privatisation. Dès notre prise de fonction, nous avons refusé une anticipation d'une privatisation qui ne nous est d'ailleurs pas imposée par l'Europe. Et donc, la France a été très claire sur le refus de cette anticipation. Et par ailleurs, la réforme ferroviaire aura pour enjeu, et c'est l'orientation du gouvernement, de réunir la gestion des infrastructures de transport ferroviaire, de faire en sorte que RFF et SNCF puissent ensemble, sous un groupe unifié, de faire en sorte que nous puissions être plus efficaces et de répondre aux enjeux des territoires. Merci. La parole à présent à Monsieur Raymond Vall pour le groupe RDSE. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Transports. Le groupe RDSE auquel j'appartiens est très attentif à la question des infrastructures, qu'elles soient routières, ferroviaires, aériennes et fluviales. Et c'est sur notre initiative que le Sénat avait pu donc discuter et même parfois contester le schéma national des infrastructures de transport qui nous avait été présenté il y a 2 ans. Comme cela a été précisé, l'accident de vendredi dernier a mis en lumière, de manière dramatique certes, la question essentielle de l'entretien des infrastructures. Cet entretien est désormais clairement affiché comme une priorité par le gouvernement. Nous en réjouissons. Et bien sûr, nous nous félicitons aussi, cela vient d'être rappelé, que Monsieur le Premier ministre, il y a quelques jours, ait donc annoncé un programme d'investissement annuel de 5 milliards d'euros consacré à la modernisation et au développement de nos réseaux. Cette décision est la preuve tangible de l'engagement du gouvernement. Nous y souscrivons, bien entendu, car il n'est plus l'heure de lancer tous azimuts des lignes à grande vitesse. Nous n'en avons plus les moyens, ou promettre 245 millions d'euros, comme c'était le cas dans le SNIC, sans qu'il y ait en face un financement prévu. À cet égard, le travail effectué à votre demande, Monsieur le ministre, par la commission Duron, pour hiérarchiser le catalogue d'investissements établi par le précédent gouvernement et en programmer l'exécution est un réel progrès. Vient maintenant le temps des décisions. Et là, Monsieur le ministre, je vous demande d'entendre le désespoir des territoires enclavés et souvent des territoires ruraux. 2 questions en particulier me viennent à l'esprit. La première concerne les routes nationales éligibles au PDMI. Elles font partie d'ailleurs d'une liste qui a été donc effectivement repérée par le rapport Duron, mais qui a été exclue de ce rapport et qui donc sera forcément financée par des PDMI. Et ces PDMI, nous le savons aujourd'hui, dans la plupart des cas, ne représentent plus que 40% d'engagement de l'État. Il est bien évident que ces territoires ruraux ou enclavés ne pourront pas apporter les 60% complémentaires. Je ne citerai que la RN 88, 122, 20, 21 et d'autres, dont ma seconde question s'inscrit dans la suite de cette interrogation, puisque dans le rapport, l'excellent rapport de mes collègues Jacques Mézard et Rémy Pointereau, qui affichait une dizaine de propositions, nous nous interrogeons, Monsieur le ministre, sur les critères que vous envisagez de retenir pour affecter ces crédits destinés à la remise à niveau des infrastructures existantes. Et donc, nous nous interrogeons, car ces mêmes territoires devront aussi beaucoup s'investir pour se désenclaver sur le plan numérique. Alors, Monsieur le ministre, nous attendons sur ces 2 questions, de votre part, des réponses concrètes. Merci. Merci. Monsieur le ministre, Frédéric Cuvillier. Merci Monsieur le Président Vall. Ainsi que l'indiquait à l'instant Monsieur le Premier ministre, une mobilisation de l'État aux côtés des collectivités va être lancée. C'est d'ailleurs en ce sens qu'il a demandé que le volet transport, infrastructure et mobilité de la contractualisation entre les territoires, c'est-à-dire l'État, les régions, les départements, les agglomérations, puisse être anticipé, de sorte que d'ici à la fin de l'année, la priorisation des investissements publics puisse être actée et faire en sorte que nous puissions avoir une approche qui soit une approche coordonnée en fonction des attentes des territoires et éviter qu'il y ait, comme vous le soulignez, cette situation paradoxale qui indiquait jusque ces dernières années des investissements importants sur de grandes infrastructures au détriment des territoires, au détriment de certains territoires qui sont enclavés encore ou qui ne bénéficient pas d'infrastructures susceptibles d'assurer l'égalité territoriale. Avec Cécile Duflot, nous travaillons ardemment à cette question. D'ailleurs, vous soulignez la situation des PDMI, en d'autres termes, les travaux routiers. Les travaux routiers ont été engagés en promesse à hauteur de 700 millions d'euros.
Il aurait fallu chaque année 700 millions d'euros de la part de l'État pour pouvoir tout simplement répondre aux engagements qui étaient les siens. Seuls 350 millions, c'est-à-dire la moitié, ont été attribués en dotation. C'est-à-dire que nous avons au moins un retard de l'équivalent d'un contrat de PDMI. Il faut rattraper ce retard et il faut que nous puissions, tout en préservant la nécessité de moderniser les infrastructures ferroviaires, je viens d'y répondre, renouveler le matériel roulant à hauteur de 500 millions d'euros. Le Premier ministre s'est engagé à ce que le matériel roulant, les corails, qui datent souvent de 1975, soient tous renouvelés d'ici à 2025 et que nous puissions avoir un programme routier qui, en fonction des territoires, nous permette de répondre aux priorités. C'est-à-dire que c'est dans ce dialogue et la confiance entre les collectivités que nous pourrons déterminer les priorités, une priorité d'une région ne correspondant pas nécessairement à celle d'une autre région. Et je suis persuadé que d'ici à la fin de l'année, nous pourrons avoir enfin de la parole de l'État une appréciation qui soit de sérieux et de conviction et d'éviter que ce soit, comme nous l'avons trouvé, des schémas d'infrastructures de transport comme autant de promesses à crédit qui ne font que finalement fragiliser l'engagement et la parole de l'État et globalement la parole publique. Il faut du sérieux, il faut du pragmatisme et il faut surtout une réponse aux attentes de nos citoyens sur nos territoires. Merci. La parole est à présent à M. Roger Carucci pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je pense que dans tous les groupes et tous les élus ont naturellement été extrêmement marqués par l'accident de Brétigny, marqués aussi, il faut le dire quand c'est bien, par la responsabilité, la transparence du président de la SNCF. Mais Monsieur le Ministre, vous avez fait, et c'est logique en période de disette budgétaire, vous avez fait des choix d'investissement. Alors, je ne suis pas cet après-midi là pour poser une question là-dessus. On peut dire d'accord, pas d'accord pour l'abandon de telle ou telle ligne. En réalité, nous avons, et depuis longtemps, un système ferroviaire où pour faire, soyons directs, du TGV, on n'a pas mis beaucoup de moyens sur le reste. Dans le cas de l'Île-de-France, on a même fait mieux. Entre 1980 et 2000, on a pris l'amortissement du matériel roulant en Île-de-France pour le mettre sur le TGV et on ne l'a pas remis sur l'Île-de-France. Donc tout ça, et là, sincèrement, quels que soient les gouvernements, hein, gauche-droite, tout le monde a fait ça et la SNCF faisait ça. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation où dans toute la France, en Île-de-France comme dans toute la France, des lignes sont usées. Alors j'entends bien, j'ai entendu le président de RFF dire il n'y a aucun problème. Le fait que le système soit très ancien ou usé ne présente aucun risque, aucune difficulté. Pardon de vous dire que je ne crois guère cela. Je pense que l'usure finit par présenter des risques et en tout cas des inconvénients majeurs pour ceux qui sont transportés. Retard, annulation, panne se multiplient. Il n'y a pas seulement les accidents graves, il y a aussi le problème constant, en Île-de-France comme dans toute la France, des retards et des difficultés pour tous les voyageurs. Mais, Monsieur le Ministre, il avait été évoqué en Île-de-France et dans toute la France un plan d'urgence sur l'entretien, sur ce qu'on appelait les points noirs. Les points noirs, c'était les aiguillages les plus anciens, c'était les systèmes les plus difficiles, c'était les lignes que même les associations d'usagers appellent eux-mêmes les lignes poubelles. Je ne parle pas du matériel, je parle bien des lignes. Ne serait-il pas temps, Monsieur le Ministre, de définir dans le cadre du budget que vous évoquez sur l'entretien, d'avoir un plan d'urgence sur les points noirs du système ferroviaire pour faire en sorte au moins que tous les éléments, tous les lieux de vrai danger soient réglés très vite au-delà de l'entretien normal de l'ensemble des lignes. Merci. Monsieur Frédéric Huvillier. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Carucci. Précisément, les propos que je viens de tenir, en relais de ceux du Monsieur le Premier ministre, soulignent ce que vous constatez d'ailleurs, c'est-à-dire les méfaits ou les carences d'une politique antérieure qui a été menée, qui est celle de la concentration, je reprends vos propos, de financement sur des grands ouvrages de type LGV. Non que les grandes infrastructures ne soient pas nécessaires, elles le sont, mais de lancer à un rythme qui est un rythme qui était bien supérieur à nos capacités, a fait que nous n'avions pas, et vous n'aviez pas, la possibilité de financer dans le même temps le réseau existant.
Le RFF, dès notre prise de fonction, j'ai demandé à RFF de pouvoir mobiliser un plan d'urgence. C'est précisément les 2,5 milliards supplémentaires qui s'additionneront aux 2 milliards de modernisation, d'entretien du réseau. C'est-à-dire que là où il y avait un budget d'1,4 milliard sous les précédentes années, nous sommes à 5,5 milliards annuels de modernisation du réseau classique. C'est vrai également dans le cadre de l'Île-de-France, où demain, le Premier ministre, avec le président de la région, Cécile Duflot et moi, assisterons à la signature de l'engagement financier sur le plan de mobilisation qui, en marge du nouveau Grand Paris, permettra d'engager 7 milliards de travaux de régularité et d'amélioration du réseau. C'est important de pouvoir répondre sur ces questions d'entretien. Non qu'il faille faire confusion entre entretien et sécurité. Bien évidemment, s'il y avait des lignes qui posaient des problèmes de sécurité, elles seraient fermées ou, bien évidemment, les mesures sont prises lorsque certaines situations amènent à ce que la sécurité soit mise en cause, notamment l'abaissement du seuil de vitesse. C'est assez régulier. Donc, lorsque nous parlons, et je le dis parce qu'il faut être précis sur la terminologie, lorsque nous parlons de lignes malades, il s'agit bien de lignes sensibles sur la régularité. Sur le fait, comme vous l'indiquez vous-même, lorsque vous parlez de problèmes de sécurité, vous invoquez des retards, des annulations ou des pannes. En l'occurrence, ce ne sont pas des critères de sécurité, mais bien de dysfonctionnement du réseau matériel roulant, qui sera renouvelé, ou de l'infrastructure elle-même, qui est vieillissante et parfois vétuste. Mais de ce point de vue, il est important de bien signaler que nous sommes, sur les réseaux ferroviaires français, parmi les pays les plus sécurisés et avec une infrastructure qui est les plus sûres d'Europe. Pour autant, j'ai demandé au mois de mars dernier à l'établissement public de sécurité ferroviaire de bien vouloir me rendre un rapport. Je ne savais pas que l'actualité nous amènerait à nous en entretenir ainsi dans cette situation, mais de faire un point précis des problèmes de sécurité et d'organisation de la sécurité ferroviaire. Ce rapport me sera rendu cet automne et nous pourrons adapter les mesures nécessaires pour être au rendez-vous de ces enjeux qui sont des enjeux, indépendamment de nos convictions, des enjeux de territoire et de la population. Merci. La parole est à présent à Madame Muguette Dini pour le groupe UDI-UC. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, le Président de la République, lors de son entretien télévisé du 14 juillet dernier, appelle les Français à l'optimisme et à la confiance. La reprise économique est là, nous dit-il. Vous avez repris cette affirmation à votre compte, Monsieur le ministre, et nous aimerions en savoir plus. Tous les voyants économiques sont au rouge. La France est entrée depuis plus d'un trimestre en récession, nos exportations s'effondrent et la pression fiscale sur les ménages a brisé l'élan de la consommation. Toutes les familles sont touchées par le chômage, tous nos concitoyens ont désormais un proche qui se retrouve sans travail et cela représente maintenant près de 11% de la population active. Monsieur le ministre, le rythme de dégradation de notre tissu économique s'accélère. On ne compte plus le nombre d'entreprises qui connaissent des problèmes importants de trésorerie et qui ne parviennent plus à trouver des financements. On ne compte plus le nombre d'entreprises liquidées. Chaque usine qui ferme, chaque commerce qui dépose le bilan signe l'échec de la politique économie et du crédit d'impôt compétitivité qui n'aura séduit que 6 000 entreprises sur 2 millions. Il n'y aura pas non plus de surprises venues de l'extérieur. La demande mondiale adressée à la France ne cesse de se contracter du fait des difficultés économiques des pays émergents comme de nos voisins européens qui sont nos premiers partenaires commerciaux. Nous sommes seuls face à nous-mêmes et face à notre incapacité d'oser les véritables réformes économiques et sociales. Dans ces conditions, Monsieur le Ministre, comment pouvez-vous nous expliquer en quoi la reprise est de retour ? Comment espérez-vous faire croire que votre politique économique est efficace ? Comment pouvez-vous faire croire à nos concitoyens qu'une croissance économique quasi nulle pourrait créer assez d'emplois pour répondre au drame social qui se joue aujourd'hui dans tous les foyers de notre pays ? Monsieur le ministre, sur quels instruments comptez-vous pour répondre aux angoisses et à la défiance légitime des Français et des Françaises à l'égard de votre politique ? Je vous remercie. Merci. La parole à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la sénatrice Mugadini, merci de votre question. Vous savez, je trouve toujours contestable que l'opposition se saisisse des difficultés des Français
afin de mettre ou de tenter de mettre en difficulté le gouvernement, alors que si nous sommes attelés avec autant de force au redressement de nos finances publiques et de notre économie, c'est parce que vous avez laissé une situation du pays extraordinairement dégradée. 5,5% de déficit public. Un endettement qui s'est accru de 600 milliards d'euros en 5 ans. Vous me parlez de notre commerce extérieur. Bon, quand nous sommes arrivés aux responsabilités, il y avait 70 milliards de déficit du commerce extérieur, alors que les Allemands font 160 milliards d'excédents. Et quand, moi j'étais du gouvernement Lionel Jospin, nous avons quitté les responsabilités, le commerce extérieur français était excédentaire. Et je ne voudrais pas, là, renvoyer les uns ou les autres aux chiffres du chômage. Alors, franchement, je pense que l'opposition devrait encore avoir de la décence et de la pudeur, qu'elle ne devrait pas jouer sur des émotions, qu'elle ne devrait pas tenter d'inquiéter davantage les Français. Après, vous m'interrogez sur les raisons pour lesquelles le président de la République s'est exprimé pour rendre confiance aux Français, comme il l'a fait le 14 juillet. Écoutez, les faits sont simples et je vais vous les donner. D'abord, première chose, c'est vrai, la France a connu 2 trimestres de récession, c'est-à-dire 2 trimestres de croissance négative consécutive, le dernier trimestre 2012 et le premier trimestre 2013. Mais la France sort de la récession et nous devons tous nous en réjouir. Oui, le deuxième trimestre 2013 sera une croissance positive de 0,2% et des signaux sont en train de clignoter de manière positive. Je pense à la production industrielle, je pense, ne vous en déplaise, à la consommation des ménages, je pense aussi à la demande extérieure qui nous est adressée. Et ce gouvernement est un gouvernement qui a engagé des réformes structurelles que vous avez toujours négligées. Réforme du marché du travail la plus ambitieuse depuis 40 ans, vous ne l'avez pas fait. Réforme en faveur de la compétitivité avec le crédit d'impôt compétitivité et emploi, vous ne l'avez pas fait. Et vous confondez d'ailleurs le crédit lui-même avec son préfinancement qui atteindra cette année, je le dis ici, les 2 milliards d'euros prévus et l'année prochaine ce sera pour toutes les entreprises sur simple déclaration. Alors arrêtez d'essayer de décourager les gens, regardez au contraire ce que nous faisons et je reprendrai simplement pour finir ce qu'a dit tout à l'heure le Premier ministre. Oui, nous avons ce matin à la fois soutenu le pouvoir d'achat de l'épargne populaire en donnant un petit coup de pouce par rapport à la formule sur le livret A. Mais nous avons fait autre chose avec Cécile Duflot. Nous avons pris des mesures pour le logement social, nous avons pris des mesures pour la rénovation thermique, nous avons pris des mesures pour les collectivités locales. L'enveloppe de près de 20 milliards d'euros pourra être accessible à un taux d'intérêt, rendez-vous compte, de 2,25%. Alors mobilisons-nous et cessons de dénigrer notre pays. Nous avons besoin du redressement collectif. Merci. La parole est à Monsieur Jean Desessard pour le groupe écologiste. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, cette question concerne l'avenir du crédit immobilier de France. Monsieur le ministre, comme moi, vous êtes attaché au principe de l'accession sociale à la propriété. Et avec le CIF, il s'agit de permettre à des ménages modestes de souscrire des crédits immobiliers alors même qu'ils ne satisfont pas au formatage standard des dossiers qu'imposent les banques commerciales. Je suis attaché à l'accession sociale de la propriété parce que c'est une démarche de justice vis-à-vis de ce public solvable, indûment exclu du marché. J'y suis attaché parce que le logement des ménages modestes ne peut passer uniquement par le logement social. J'y suis attaché parce qu'en tant qu'écologiste, je crois à la responsabilité et l'autonomie de l'individu qui aura autant que possible à cœur d'entretenir et valoriser son logement, ce que la location permet plus difficilement. Le Crédit immobilier de France a su développer en la matière une expertise patente fondée sur un accompagnement étroit des clients et un appareillage assurantiel sophistiqué qui aboutit à un taux de sinistralité équivalent à celui des grandes banques commerciales. Suite à la crise de liquidité du CIF, la Banque postale n'a repris qu'une partie de ses activités. Un seul produit, le Pass, est distribué sans l'accompagnement personnalisé qui faisait la spécificité du CIF. Une solution existe pourtant pour préserver cette compétence, la mise en place d'une banque relais. J'insiste sur le fait technique qu'il ne s'agit pas d'une alternative à la résolution ordonnée et la gestion extinctive du CIF, mais c'est simplement une transition qui serait certainement, sous certaines conditions, acceptée par Bruxelles. Donc, Monsieur le ministre, afin de sauvegarder la compétence du CIF en matière d'accession sociale à la propriété, avez-vous l'intention d'intervenir
auprès de la Commission européenne pour défendre cette entreprise française en présentant un plan de résolution qui intègre une banque relais? Merci, Monsieur Pierre Moscovici. Monsieur le sénateur Jean Desessard, nous avons eu l'occasion de nous entretenir à plusieurs reprises du CIF. Je connais votre attachement à cette entreprise, à ses salariés. Vous savez que c'est aussi une situation qui me préoccupe et dont je m'occupe beaucoup depuis que je suis dans ces responsabilités. Quelle est la situation? Il y a d'abord un constat, c'est que le CIF, nous l'avons trouvé dans une situation très dégradée et que le précédent gouvernement n'avait engagé aucune mesure efficace pour y remédier. Et nous étions en situation, hélas, de devoir constater, si nous n'avions agi, un sinistre bancaire de grande ampleur qui aurait pu avoir un impact systémique. Alors évidemment, à partir du mois de septembre, j'ai examiné, mes services ont examiné aussi toutes les solutions possibles. Nous avons cherché évidemment un repreneur. La solution que vous évoquez d'une banque relais, elle a évidemment elle aussi été évoquée, traitée. Et malheureusement, ce que nous avons été amenés à constater, c'est que ça n'était pas financièrement viable, ou alors que ça risquait d'apparaître comme une aide d'État qui eût été totalement incompatible avec le droit communautaire. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes conformés à ces règles en décidant un plan de résolution ordonné qui prévoit la mise en extinction du CIF, en dehors bien sûr des activités viables qui sont susceptibles d'intéresser un repreneur, qui pourront être cédés dans des conditions de nature à être approuvées par la Commission européenne, comme vous le dites. Alors après, restent deux préoccupations centrales, et croyez qu'elles ne me quittent pas. La première, c'est celle de ces foyers modestes qui cherchent une offre de crédit que le CIF était seul à pouvoir leur offrir. Et en effet, nous avons travaillé avec la Banque postale, qui a repris l'activité dite PASS, qui l'a fait monter en puissance rapidement, puisqu'à la fin du premier semestre, 600 millions d'offres de prêts ont déjà été mises en place, qui permettent d'atteindre une part de marché de 7,7%. L'objectif étant une production de PASS d'1 milliard d'euros d'ici à fin 2013, c'est-à-dire autant que le CIF en 2011. Et donc, par rapport à ça, nous y veillons. Et puis, il y a la deuxième chose qui me préoccupe évidemment, c'est le reclassement des salariés. Parce que je connais et je les rencontre à chacun de mes déplacements, et je veille à le faire, leur très grande qualité, leur dévouement. Ce sont des personnels qui sont souvent jeunes, qui sont proches du public. Et nous veillons à ce reclassement. Il ne se passe pas une réunion avec la Fédération des banques françaises sans que j'insiste sur ce point. Il se trouve que demain, la Fédération des banques françaises sera reçue par le Président de la République. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y sera question aussi du sort des salariés du CIF, et l'activité et les salariés, voilà ce qui nous préoccupe, alors que la droite, le précédent gouvernement, avait complètement délaissé et mis en sinistre cette activité, hélas. Merci. La parole à Monsieur Joël Billard pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Monsieur le Ministre, dans la nuit du 13 au 14 juillet, la ville de Bonneval, dont je suis maire, a été le théâtre de dégradations et d'affrontements entre les forces de l'ordre et une bande composée d'une trentaine d'individus, mineurs et majeurs. Fortement alcoolisés, ces individus s'en sont pris à une vitrine, puis à des volets d'habitation. Les gendarmes en patrouille ont tenté de s'interposer et de ramener le calme. Sortis de leur voiture, ils ont été roués de coups. Résultat de l'opération, 3 gendarmes blessés et des dégradations sérieuses dans ma ville. Il faut ajouter qu'un gendarme interpellant un mineur se voit le plus souvent taxé de brutalité ou de maltraitance par les parents du dit mineur. Monsieur le ministre, cette situation est proprement inadmissible et inacceptable. S'attaquer aux forces de l'ordre, c'est le début de l'anarchie. Et pour reprendre l'expression célèbre du général de Gaulle, c'est la chienlit. En effet, qu'attendent d'une nation dont certains ressortissants brûlent le drapeau français, sifflent notre hymne national, sifflent le président de la République, et ce, en toute impunité. Et je ne vous parle pas de l'attitude des gens du voyage. Peut-être serait-il bon, dans un premier temps, que les parents des 10 mineurs soient sanctionnés, par exemple par la suspension provisoire des allocations familiales, qui servent à élever les enfants, et non pas à les mettre dans la rue. De plus, ayant pris un arrêté municipal pour interdire la circulation des mineurs non accompagnés sur l'ensemble du territoire de la commune à partir de 22 heures, il m'a été demandé par les services de l'État de le modifier
en y apportant de la souplesse. Demande incomprise et rejetée par la population et les élus. Je terminerai mon propos en soulignant l'action courageuse des forces de l'ordre, ainsi que celle désintéressée des 500 000 bénévoles que sont les élus de la République, attendant de votre part un soutien et un message de fermeté. Voici, Monsieur le Ministre, la situation intolérable que je voulais vous exposer. Merci. La parole à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, porte-parole du Gouvernement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, permettez-moi d'excuser l'absence de Manuel Valls, qui est actuellement retenu en Lituanie pour un conseil justice et affaires intérieures. Revenons donc sur l'affaire que vous évoquez. C'est vrai que votre commune a été le théâtre d'une agression le 14 juillet dernier de 3 gendarmes qui effectuaient une patrouille de sécurisation, qui ont été victimes de quelques jeunes en état d'ébriété, vous l'avez rappelé pour la plupart. Avant d'en venir à ce qui a été mis en œuvre sur cette affaire, je voudrais d'abord commencer par remercier et féliciter l'ensemble des policiers, des gendarmes, des pompiers qui, sur un week-end aussi chargé comme on le sait, comme celui du 14 juillet, ont un peu partout en France fait en sorte que les festivités se déroulent dans les meilleures conditions. Mais s'agissant de l'incident que vous évoquez, d'abord vous savez que 3 personnes ont été interpellées et que ces personnes passeront au tribunal de Chartres cet après-midi en comparution immédiate. Ensuite, pour le reste de votre interrogation, monsieur le sénateur, je veux vous redire à quel point le droit à la sécurité est un droit qui est aujourd'hui promu et défendu par l'ensemble du gouvernement, à commencer par le ministre de l'Intérieur, quel que soit le territoire d'ailleurs dans lequel on vit, en milieu urbain, périurbain comme rural. Et c'est vrai que si l'effort portant en particulier sur les zones de sécurité est prioritaire, le milieu rural n'est aucunement négligé. Quand je regarde le département d'Eure-et-Loir, le vôtre, les résultats sont même plutôt encourageants. J'y note par exemple que les atteintes volontaires à l'intégrité physique, les violences aux personnes sont en baisse de 10% au premier semestre 2013, même si on doit encore faire mieux pour prévenir les violences au sein des familles. Les cambriolages qui étaient en forte augmentation en 2012 sont aujourd'hui quasiment maîtrisés. D'autres chiffres viennent confirmer tout cela. Quant à vos 2 interrogations, monsieur le sénateur, sur l'arrêté couvre-feu que vous avez voulu prendre, vous savez, si l'action des élus en matière d'insécurité est importante, elle doit quand même s'inscrire dans le cadre des lois. Et donc il est naturel que les préfets exercent un contrôle de légalité quand les mesures que vous prenez entrent en contradiction avec ce qui a été voté par le législateur. C'est ce qui s'est passé. Les préfets ont un rôle de conseil aux maires et le gouvernement les conforte totalement en ce sens. Quant à la question des parents et de leur responsabilité quant aux agissements de leurs enfants, je vous rappelle que nous prenons ici une responsabilité individuelle et pas une responsabilité collective. Je vous remercie. Merci. La parole à Monsieur Jean-Louis Carrère, le président Carrère pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Défense. Monsieur le ministre, je souhaite, en mon nom personnel et au nom de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, vous interroger sur le projet de loi de programmation militaire qui vient d'être adopté en Conseil de défense hier et qui, après passage au Conseil d'État, sera adopté par le Conseil des ministres le 2 août. Comment faire en sorte que la loi de programmation militaire s'inscrive, Monsieur le ministre, dans la suite d'opérations réussies que vous avez menées à bien, avec le retrait d'Afghanistan, l'opération Serval au Mali et l'élaboration, certes compliquée, du livre blanc sur la défense et la sécurité. Votre projet correspond-il aux paramètres parlementaires, militaires et industriels d'une loi de programmation militaire vertueuse? Pour le Sénat, pour le Parlement, ce doit être une programmation que nous pourrons contrôler tout au long de son exécution et vous savez combien, sur tous les bancs, nous serons vigilants sur ce point. Pour les armées, votre LPM satisfait-elle pleinement les contrats opérationnels inscrits dans le livre blanc? Est-elle soutenable financièrement? De ce point de vue, la question des recettes exceptionnelles est naturellement posée. Quelles dispositions garantiront la pérennité de ces ressources? Nous sommes très attachés ici, globalement, à la réaffirmation de l'objectif de 2% du PIB normotant dès que la situation économique le permettra. En cas de retour à meilleure fortune, est-il prévu une accélération de la réalisation des programmes d'équipement de nos forces? Enfin, la LPM doit préserver l'activité opérationnelle des unités,
Qu'avez-vous prévu, Monsieur le ministre, pour ce faire? Du point de vue des industriels, et j'en vois ici, une LPM vertueuse est une LPM qui maintient l'effort de recherche, une LPM qui fixe des objectifs et un calendrier précis en matière d'équipement avec des financements sécurisés et qui préserve la base industrielle et technologique de la défense. À chacun de ces paramètres correspond un risque, mais je voudrais terminer par un sujet de préoccupation majeur qui est celui des ressources humaines. Les déflations à réaliser sont très importantes. 10 000 restants de la précédente LPM et 24 000 nouvelles. Nous sommes, Monsieur le ministre, devant un obstacle important. Comment accompagner cette déflation tout en préservant l'opérationnel, en respectant les personnels et les territoires? Vous avez, Monsieur le ministre, bénéficié, par la qualité de votre action et par votre comportement vis-à-vis du Sénat, de notre soutien actif. Je souhaite que cela se poursuive. Merci, Monsieur le Président. La parole à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Carrère. Vous avez raison de rappeler le calendrier. Le Conseil des ministres, le dernier Conseil des ministres avant les vacances sera examiné le projet de loi de programmation militaire. Nous avons ainsi respecté totalement le calendrier que je vous avais indiqué à plusieurs reprises. Et le projet de loi de programmation militaire sera dans la droite ligne du livre blanc, qui a fait l'objet ici au Sénat d'un débat et d'une déclaration du Premier ministre. Et ensuite, il y aura un débat parlementaire. Et une fois n'est pas coutume dans ce domaine, mais ce sera au Sénat que se fera la première lecture de la loi de programmation militaire dès la rentrée. Je voudrais en profiter pour vous dire, Monsieur le Président, que j'ai beaucoup apprécié le travail qui a été effectué par la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. Vous avez publié, sur tous les bancs, vous avez publié beaucoup de recommandations, beaucoup de travaux, et je suis convaincu que vous vous retrouverez dans les inflexions significatives qu'aura cette loi de programmation militaire, par exemple sur la cyberdéfense, lacune majeure à laquelle il nous faut remédier, par exemple sur le renseignement, et la loi de programmation militaire reprendra une bonne partie des conclusions de votre commission concernant les drones, par exemple sur les forces spéciales, par exemple sur la nécessité de nous doter d'avions ravitailleurs, par exemple sur la nécessité de renforcer la sécurité maritime. L'ensemble de ces inflexions sera inscrit dans la loi de programmation militaire. Je ne vais pas là maintenant, ce document est au Conseil d'État et n'est pas encore approuvé par le Conseil des ministres, vous en donner le détail. Je voudrais simplement vous dire que par rapport à certaines de vos préoccupations, il y aura bien un réexamen de la situation fin 2015. Il y aura une clause de revoyure à ce moment-là, en souhaitant que les conditions économiques soient alors meilleures qu'aujourd'hui. Je voudrais vous dire aussi que j'ai décidé de sanctuariser au sein des crédits budgétaires que me seront affectés un montant significatif d'intervention dans le domaine de l'innovation et de la recherche qui sera le même montant que cette année pendant les 3 années qui suivent. Et enfin, je n'ai aucune raison de revenir sur les déclarations du Président de la République et du Premier ministre ici même, par lesquelles ils affichaient leur volonté de garantir, le Premier ministre, lorsqu'il y avait le débat sur le livre blanc, de garantir un montant significatif des ressources budgétaires pour le budget de la défense pour les 3 années qui viennent, au même niveau que l'année 2013, et enfin de garantir la sécurité des ressources exceptionnelles. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Dominique de Legge pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Budget. La réunion qui s'est tenue avant-hier avec les associations d'élus, à laquelle d'ailleurs le Premier ministre a fait allusion tout à l'heure, a été présentée comme l'illustration du pacte de confiance et de responsabilité voulu par le Président de la République. Pour qu'il y ait confiance, il faut respecter sa parole et ne pas changer de discours en fonction des circonstances. Nous sommes de ceux qui ont toujours pensé que les collectivités territoriales ne pouvaient pas s'exonérer de l'effort de maîtrise de la dépense publique. Lorsqu'un autre gouvernement avait envisagé de diminuer les dotations aux collectivités territoriales de 200 millions, toutes les grandes associations d'élus n'avaient pas de mots assez forts
pour dénoncer ce qu'elles appelaient à l'époque un hold-up. L'État annonce aujourd'hui, par la voix de ceux-là même qui hier étaient les plus véhéments sur le sujet, une diminution des dotations de 1,5 milliard, et ces mêmes responsables ne trouvent rien à redire. Il y a quelques semaines, le président de la République déclarait que la hausse des impôts, c'était fini. Le 14 juillet, il annonçait qu'il ferait tout pour l'éviter, mais qu'on ne pouvait rien exclure. Monsieur le ministre de l'économie a déclaré il y a peu de temps qu'il faudrait sans doute augmenter les impôts. Monsieur le Premier ministre, prenant connaissance le 27 juin dernier d'un rapport de la Cour des comptes sur la dérive du déficit budgétaire, déclarait, je le cite, « Je pense que pour 2013, malheureusement, du fait de l'absence de croissance, ce que dit la Cour est vrai, mais on verra à la fin de l'année. » Alors, qui croire, c'est bien un problème de confiance. Pour qu'il y ait responsabilité, il faut aussi assumer ses décisions et leurs conséquences. Je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas lorsque vous renvoyez la facture aux collectivités territoriales sur le RSA, la formation professionnelle ou les rythmes scolaires. Le comble, c'est de présenter comme un effort de l'État la possibilité que vous donnez aux départements de déplafonner le taux de prélèvement des DMTO. Vous ne leur donnez rien, vous les incitez simplement à augmenter la fiscalité locale pour financer vos décisions. Mais le malheur veut qu'il n'y ait point deux contribuables, l'un national et l'autre local. Je n'ai pas vu dans les décisions d'avant-hier la volonté de maîtriser la dépense publique, tout au plus celle de vous défausser. Alors, Monsieur le ministre, deux questions. Oui ou non, faut-il s'attendre à une nouvelle hausse de la fiscalité? Et ne nous dites pas que vous ne savez pas, ça accréditerait la tresse d'un pilotage à vue. Oui ou non, allez-vous enfin vous attaquer à la réduction des dépenses publiques et n'invoquez pas l'héritage, parce qu'au fond, vous donnez au travers de cela le sentiment d'impuissance et le sentiment que vous ne croyez pas au changement. Merci, Monsieur Delège. Monsieur Bernard Cazeneuve. Monsieur le sénateur, je vous remercie infiniment pour votre question qui va me donner l'occasion de vous rappeler un certain nombre d'éléments qui ont dû vous échapper. Tout d'abord, monsieur le sénateur, vous parlez de la dépense publique, mais vous en parlez de façon tellement savante qu'il n'a pas dû échapper à votre sagacité qu'elle a augmenté de 170 milliards entre 2007 et 2012. 170 milliards d'augmentation de la dépense publique. Il n'a pas non plus échappé à votre sagacité qu'entre 2007 et 2012, le déficit public a augmenté de 2%. Il n'a pas échappé non plus à votre sagacité qu'entre 2007 et 2012, le déficit des comptes sociaux s'est creusé de façon abyssale. Et j'imagine que vous êtes tout à fait conscient également que la compétitivité de notre économie s'est à ce point dégradée qu'alors qu'on vous avait laissé un déficit du commerce extérieur à 0 en 2002, il est aujourd'hui de 65 milliards, là où l'Allemagne affiche un excédent de 150 milliards. Quand on a un tel palmarès, on peut, comme vous l'avez fait, donner des leçons tranquillement à ceux qui héritent d'une situation extraordinairement difficile et qui s'emploient à la corriger. Alors je voudrais maintenant parler plus particulièrement des collectivités territoriales, parce que nous n'aurions pas à appeler les collectivités locales à contribution si vous n'aviez pas laissé une telle situation. Mais sans doute vous souvient-il, monsieur le sénateur, que pendant la campagne électorale, celui qui était en charge de l'élaboration du programme de votre formation avait proposé qu'on prélevât 10 milliards sur les collectivités locales. À l'époque, vous applaudissiez. Quand vous proposez de prélever 10 milliards, c'est le paradis. Quand on en prélève 1,5 milliard pour faire face à la situation que vous nous avez laissée, c'est l'enfer. Je dois vous avouer que j'ai quelques difficultés à accéder à ce raisonnement. Enfin, troisièmement, je vais prendre catégorie de collectivité locale par catégorie de collectivité locale. Comme ça, vous pourrez partir de cet hémicycle en étant totalement tranquillisé sur les décisions que nous avons prises et la situation que nous allons créer. Pour ce qui concerne tout d'abord les départements. Mais, monsieur le sénateur, si vous n'aviez pas créé les conditions d'un effet de ciseau dramatique pour les départements, si les départements n'étaient pas confrontés aujourd'hui à l'obligation de financer des dépenses exceptionnelles, des dépenses contraintes qui s'appellent le RSA, la PCH et l'APA, avec des ressources que vous avez constamment diminuées au cours des dernières années. Nous n'aurions pas été dans l'obligation, au terme d'un excellent accord avec les présidents de département, dont vos propres amis se sont félicités, dont certains sont dans cet hémicycle, je pense notamment à M. Béchu, qui était hier
Monsieur Béchu, qui était hier à cette réunion, qui est président du Conseil général de la Sarthe UMP, qui a remercié le gouvernement pour le travail qu'il a fait, qui a indiqué d'ailleurs que si ce travail avait été fait au cours des 10 dernières années, il aurait eu le plaisir de féliciter le gouvernement qu'il soutenait, mais vous ne lui avez pas donné ce plaisir parce que vous avez laissé la situation des départements se dégrader. Eh bien, ce que nous faisons, c'est de compenser les départements à hauteur de 800 millions d'euros et de leur offrir la possibilité, à travers les DMTO, de faire face à leurs charges. Et pour ce qui concerne les régions, nous offrons aux régions un panier de ressources dynamiques qui leur permettra de jouer leur rôle leader en matière de développement économique. Vous avez creusé les déficits. Merci, Monsieur le Ministre. Nous employons à redresser la situation de la France et nous accompagnons les collectivités locales dans leur développement. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Claudine Lepage pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé du budget. Depuis l'été dernier, le gouvernement est mobilisé sur un front stratégique au cœur des engagements pris par le Président de la République, le logement. Les objectifs ambitieux, construire 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux, sont aussi nécessaires au regard des besoins de la population, du niveau de rétention foncière atteint et des difficultés du secteur du bâtiment. En annonçant mi-juin une réforme de la fiscalité des plus-values réalisées à l'occasion de cessions immobilières, le Président de la République a confirmé son complet engagement pour la réussite du choc d'offres dont le secteur a besoin. Les mesures initiées par la droite ont contribué à accroître la rétention des biens en encourageant fiscalement les propriétaires à garder leur terrain le plus longtemps possible. Ce système a été désastreux pour le marché de l'immobilier. Tous les professionnels du secteur le savent. Pour lutter contre les comportements de rétention, il faut au contraire encourager les propriétaires à vendre dans un délai court. Sur le logement, les abattements seront donc allégés et les durées raccourcies. Par ailleurs, car la crise du secteur demande des mesures rapides, une mesure d'abattement exceptionnel sur les cessions a été annoncée pour 2014. La fluidification du marché est aujourd'hui une urgence nationale et cette mesure va dans le bon sens. À quelques semaines de la présentation du projet de loi de finances pour 2014, je souhaiterais, Monsieur le ministre, que vous puissiez nous apporter des précisions sur cette réforme et notamment son calendrier d'application. Je vous remercie par ailleurs pour la réponse que vous m'apporterez dans les semaines qui viennent concernant le problème spécifique de l'assujettissement aux prélèvements sociaux des plus-values de cessions immobilières et des loyers perçus par les non-résidents. Cette réforme de juillet 2012 a en effet suscité une polémique chez les Français de l'étranger qu'il me semble important de clore rapidement. Merci, Madame Lepage. Monsieur le ministre. Madame la sénatrice, vous m'invitez à travers votre question à faire un point sur la réforme des plus-values immobilières dans laquelle le Président de la République et le Premier ministre ont souhaité que nous nous engagions pour favoriser les constructions de logements, pour fluidifier le marché, pour faire en sorte que ceux qui ont le souhait d'accéder à la propriété ou qui ont vocation à être locataires de logements puissent le faire dans des conditions financières qui n'obèrent pas leur pouvoir d'achat. Nous avons donc décidé de modifier, comme vous l'avez signalé à l'instant, le régime applicable aux plus-values immobilières. Il faut rappeler, vous l'avez d'ailleurs dit dans votre question, qu'en 2011, ce régime a été modifié. La période d'exonération totale pour les plus-values immobilières était de 15 ans, elle a été passée à 30 ans, et le régime d'abattement qui a été mis en place était d'autant plus favorable que la durée de détention était longue, ce qui était une incitation pour les propriétaires d'immeubles à garder ces immeubles longtemps, là où on a au contraire besoin dans la crise d'avoir de la rotation, d'avoir un marché fluide qui permet d'engager des travaux et d'accompagner le secteur de bâtiment dans son redressement, là où il est confronté à une crise extrêmement importante. Nous avons donc décidé de mettre en place un nouveau régime de plus-value immobilière que je veux en quelques mots rappeler. Désormais, c'est au bout de 22 ans et non plus de 30 ans que vous serez totalement exonéré à l'impôt sur le revenu pour les plus-values que vous aurez réalisées.
au bout de 30 ans, vous serez exonéré non seulement sur l'impôt sur le revenu, mais également sur les contributions sociales, notamment la CSG, avec un dispositif d'abattement beaucoup plus linéaire, beaucoup plus dégressif et qui facilitera les cessions. Par ailleurs, de manière à avoir un véritable choc d'offres, vous avez vous-même évoqué cette expression, cette proposition, il a été décidé de mettre en place entre le 1er septembre 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, un abattement exceptionnel de 25% qui favorisera les transactions, favorisera les travaux, favorisera les ventes pour atteindre l'objectif de développement de l'activité autour du secteur du bâtiment et pour faire en sorte aussi de favoriser l'accessibilité au logement. Et par ailleurs, je veux vous indiquer que la décision a été prise de mettre fin aux abattements pour détention de propriété foncière de manière à favoriser la vente de terrain et à faire en sorte que nous puissions avoir davantage de construction de logements neufs dans les mois qui viennent. Voilà le programme global que nous proposons, qui va être engagé à partir des semaines qui viennent par instruction, puis l'ensemble de ces dispositions sont dans la loi de finances, pour faire en sorte que dans la crise, nous accompagnions la croissance, et notamment la croissance dans le secteur du bâtiment, dont on sait le rôle moteur qu'il joue dans l'économie. Merci, Monsieur le Ministre. Eh bien, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h15. Voilà donc pour cette séance des questions d'actualité au gouvernement en direct. On se retrouve tout de suite pour refaire ensemble la séance. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat. Après la séance cet après-midi des questions d'actualité au gouvernement, on revient sur tous les thèmes abordés par les sénateurs qui ont interpellé le gouvernement. Et notre première invitée aujourd'hui, c'est Nicole Bricq, la ministre chargée du commerce extérieur. Bonjour, ancienne sénatrice, et vous reviendrez peut-être sénatrice après votre sortie du gouvernement, le plus longtemps possible, j'espère, pour vous. Si on revient un petit peu sur l'entretien accordé par François Hollande le 14 juillet, un François Hollande optimiste envers et contre tous. Est-ce que vous partagez cet optimisme quand il assure que la reprise économique est en vue? On attend du président de la République qu'il montre la voie, qu'il